Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Nous sommes en guerre. D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front Populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Et dire vraiment aux Français et Françaises que le nouveau Front Populaire ne gouvernera pas par 49.3. J'ai dit qu'on ne gouvernerait pas à coup de 49.3. Ça n'exclut pas que s'il y a vraiment une situation de blocage, on puisse exceptionnellement y recourir. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. Et aujourd'hui, dans Berkoff, dans tous ses états, on aura le plaisir, dans le fait du jour, de parler de quel avenir pour l'OTAN, puisque le sommet anniversaire de l'OTAN s'ouvre aujourd'hui à Washington. Nous serons en compagnie d'Olivier Sueur, chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et enseignant à Sciences Po Paris. Sujet beaucoup plus léger à 12h30. France-Espagne de football, demi-finale d'Euro. Et on va se poser cette question. Le plus important, c'est le beau jeu ou la gagne? On en parlera avec Alexandre Ruiz, journaliste sportif et binational franco-espagnol. On aura bien évidemment les perles et les bravos. Et pour le face-à-face, on va parler de la situation politique en France. Et Dieu sait s'il y a beaucoup à dire. Nous serons en compagnie d'Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. Vous voulez réagir? Manu attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. De l'OTAN, oui, l'OTAN se retrouve à partir d'aujourd'hui à Washington pour un sommet, et un sommet pas un peu spécial puisque ce sont les 75 ans d'existence de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Un sommet censé confirmer son soutien à l'Ukraine, mais dominé par le climat d'incertitude politique aux États-Unis. Les 32 chefs d'État et de gouvernement alliés sont attendus jusqu'à aujourd'hui. En effet, dans la capitale, nous sommes en compagnie d'Olivier Sueur, qui est chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée, enseignant à Sciences Po Paris, et qui a été conseiller diplomatique au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'OTAN, puis sous-directeur OTAN, Union européenne et ONU au sein de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Bonjour. Bonjour. Vous avez un titre qui est extrêmement long. 75e anniversaire, 3/4 de siècle. Mais quels sont les véritables enjeux de ce sommet qui débute aujourd'hui à Washington? Alors, théoriquement, ce sommet de Washington devait être finalement un sommet de transition, le dernier sommet de la présidence Biden pour l'anniversaire des 75 ans. On souffle les bougies de la vieille dame de manière sympathique finalement. En plus, ça tombait bien puisqu'évidemment, avec le contexte des élections américaines de novembre, c'était censé être une démonstration de force pour le président Biden face à un Trump finalement infidèle aux alliances américaines. Lui, Biden, est le leader du monde libre avec une OTAN désormais élargie à 32 membres. Or, tout a déraillé. C'est un peu finalement comme prendre une place de cinéma pour le dernier Disney et se retrouver face à un film d'horreur. En cause, l'âge du capitaine, bien entendu, et sa capacité à remplir ses fonctions et à être réélu en novembre prochain. Comme vous le savez, Philippe David, la presse d'investigation américaine est désormais unanime à dire que le président n'est plus lucide de manière permanente, le président Biden, comme l'a bien montré d'ailleurs son débat raté face à Donald Trump. Alors, l'OTAN était en état de mort cérébrale, avait dit Emmanuel Macron en novembre 2019 dans une interview à The Economist. Est-ce que l'OTAN est en état de mort cérébrale encore aujourd'hui, c'est-à-dire quasi 5 ans plus tard? Alors, ça dépend vraiment de quel point de vue on se place, puisqu'il y a la dimension militaire et la dimension politique. Sur la dimension militaire, l'OTAN est dans une forme olympique. Ça tombe justement fort bien. 15 jours tout à fait. Des JO. Et ce, grâce à Vladimir Poutine, puisque l'OTAN est revenu sur son cœur de métier, à savoir la défense collective du continent européen. Donc cette organisation militaire, avant tout, fait des plans de défense, prépare les forces, consolide sa posture de dissuasion et de défense, tout va bien. En revanche, sur le plan politique, c'est là où est le problème, parce que les États-Unis, le principal actionnaire finalement de l'organisation, n'est
plus considéré comme fiable. La situation politique interne américaine fait qu'il est vraisemblable que Donald Trump soit élu, et nous allons avoir durant ce sommet finalement 31 autres chefs d'État et de gouvernement qui vont inquiets se poser des tas de questions à l'égard de Joe Biden. Est-il capable d'un discours articulé sans préparation? Va-t-il finir ses phrases? Il faudra qu'on fasse attention à ne pas le bousculer. On ne sait jamais, ça pourrait faire désordre. Alors Olivier Sueur, vous avez parlé de l'âge du capitaine. Quand on parle du président des États-Unis, c'est plutôt le général en chef ou le généralissime, comme on disait pour Foch à la fin de la Première Guerre mondiale. Qu'en est-il justement du généralissime? Est-ce que... Voilà, le fait est qu'on voit bien qu'il y a désormais des limites. Le Parti démocrate se déchire à l'heure actuelle pour savoir si oui ou non... On débranche. On débranche, on ne débranche pas, on continue. Le président Biden, lui, souhaite continuer. Et finalement, le sentiment que ça donne, c'est un peu une machine à perdre qui est enclenchée du côté démocrate au profit du Parti républicain, où finalement Donald Trump déroule de manière standard son approche. Cela dit, et du coup, sur l'OTAN, la vraie question, c'est finalement, y a-t-il un pilote dans l'avion? Que veulent les États-Unis? Et ça n'est clairement pas la même orientation entre Biden et Trump. Cependant, si on élargit aux autres membres du Quad, donc les trois autres, les Quad, ce sont les 4 pays les plus importants, et donc les 3 autres, vous avez Emmanuel Macron, donc ce sera la première sortie post-élection, donc l'ensemble de ses partenaires européens vont s'interroger sur l'avenir de notre pays, s'interrogent déjà. Surtout qu'il n'est pas renforcé par les élections. Voilà, donc les questions, ça va être, alors, comment vois-tu la suite? Es-tu détendu? Ça va être un peu compliqué à gérer. Et pour Olaf Scholz, le chancelier allemand, c'est la série noire qui continue. Récession en 2023, pas de croissance en 2024, sa coalition qui bat de l'aile, l'extrême droite allemande deuxième aux élections, la France en gouvernement et Trump 2 en perspective. Donc quand ça veut pas, ça veut pas. Et en l'occurrence, pour les Allemands, c'est le cas. Et finalement, le 4e, il y aura le petit nouveau, Keir Starmer. Récemment élu, ça fait même pas une semaine. Voilà, le nouveau Premier ministre britannique, le seul qui aura le sourire finalement sur les 4 au sein du Quad, sachant qu'il a néanmoins conduit toute sa campagne sur les enjeux de politique intérieure. Et donc l'OTAN c'est bien, mais le système de santé britannique c'est sans doute mieux. Donc il est clair que pour Volodymyr Zelensky, qui sera l'invité comme d'habitude, comme les 2 précédentes éditions du sommet, il est clair qu'il a beaucoup de cheveux blancs à se faire par rapport au soutien à l'Ukraine, qui est censé être le principal sujet du sommet. Vous avez parlé de 3 autres intervenants, grands intervenants, mais il y en a un que vous n'avez pas cité, qui a pourtant une des armées les plus puissantes, une armée à plus de 700 000 hommes, et c'est le pilier sud de l'OTAN, c'est la Turquie. Quand on connaît Erdogan, quelle est aujourd'hui la position de la Turquie dans l'OTAN? Là, j'ai envie de dire, autant le président Erdogan avait pesé très lourdement sur le sommet de Vilnius, notamment en retenant la candidature suédoise, qu'il a fait traîner quand même pendant très longtemps. Là, nous avons une Turquie finalement qui est très sereine, qui ne fait pas parler d'elle en ce moment, qui continue à jouer un peu sur les 2 tableaux entre la Russie et l'OTAN, et qui tend finalement plutôt à se faire oublier en ce moment. Donc de ce point de vue, la Turquie ne sera pas un problème cette année lors du sommet de Washington. Est-ce que ce sont vraiment les États-Unis qui commandent l'OTAN? Alors, oui. Le fait est que nous sommes toujours sur des États-Unis qui disposent des capacités militaires les plus importantes pour conduire l'ensemble des opérations de l'OTAN et pour assurer la défense du continent européen. Néanmoins, il faut bien en avoir conscience, des difficultés avec cela. C'est-à-dire qu'il y a tout un débat interne aux États-Unis sur la capacité de ce pays à soutenir 2 conflits en parallèle, l'un en Europe face à la Russie, l'autre dans l'Indo-Pacifique face à la Chine. Et là, on a clairement une réorientation, et les 2 partis sont d'accord, le Parti démocrate comme le Parti républicain sont d'accord pour dire que la priorité, c'est l'Indo-Pacifique, c'est la Chine. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe? Ça veut dire que dans le fameux partage du fardeau, il faut que les Européens en prennent plus. Alors Olivier Sueur, en cas de victoire de Trump, s'il venait à réduire le robinet pour l'OTAN, donc le front européen, on va dire ça comme ça, est-ce que ce serait pas naturellement à la France et au Royaume-Uni, les 2 seules autres puissances nucléaires de l'OTAN, vous me passerez l'expression, mais on est en période de Jeux Olympiques bientôt, de prendre le relais? Oui. Alors, le souci, évidemment, c'est que la perspective européenne ne dépend pas que du fait nucléaire. C'est-à-dire que
vous avez... C'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime. Et donc, vous voyez bien, est-ce que vous allez l'utiliser pour quelque chose, une action russe par exemple, qui est en dessous du seuil, comme on dit, c'est-à-dire des incursions, de la désinformation, de la manipulation, mais même sur le plan militaire, des franchissements de frontières, des violations de zones aériennes. Vous n'allez pas immédiatement monter à ces extrêmes, c'est parce que ce ne serait pas crédible, et c'est la clé de la dissuasion nucléaire. Donc, vous devez être aussi crédible sur le plan conventionnel, et pas que sur le plan nucléaire. Et là, ça concerne l'ensemble des pays les pays européens, Union européenne plus Royaume-Uni, bien évidemment. Et c'est là où, aujourd'hui, il y a un souci de crédibilité. C'est-à-dire que les forces européennes ne sont pas prêtes, pas encore, de manière très claire, à ce type d'affrontement. Quelle est la place de la France dans l'OTAN ? Alors, la place de la France a évolué au cours du temps. Enfin, vous le savez bien que c'est un sujet... Notamment, il y a eu un trou de 1966 à 2009, mais on va en parler après. Alors, uniquement dans la structure militaire, pas dans la structure politique. Absolument. Donc, la place de la France dans l'OTAN, je trouve, s'est clairement améliorée ces derniers temps à travers le repositionnement du président de la République, Emmanuel Macron, sur le sujet de l'Ukraine et de la Russie. C'est-à-dire que par rapport au premier début, et toutes les petites phrases évidemment sont connues, ne pas humilier la Russie, garder les portes ouvertes, etc. Là, pas humilier la Russie, c'était Chirac qui avait dit ça, de mémoire. Le président de la République aussi. Mais il avait repris Chirac, qu'il avait dit il y a longtemps, au moment où la Russie était en cessation de paiement sous Yeltsin. Tout à fait. Mais le contexte était quand même un tout petit peu différent puisque la Russie n'avait envahi aucun pays voisin à ce moment-là. Et du coup, là, vous avez, depuis le discours de Bratislava l'an dernier, une bascule, clairement, de la France sur une position plus solide, plus structurée en faveur de l'Ukraine et qui clairement donne de meilleures perspectives et une meilleure crédibilité de la France vis-à-vis de l'ensemble des partenaires orientaux. Encore faut-il ensuite que ça se traduise dans des faits, dans des réalités. Et typiquement, vous connaissez le débat sur la fourniture de capacités militaires à l'Ukraine par rapport aux données, évidemment, qui sont tenues par le Kiel Institute, l'Institut Kiel en Allemagne. Nous ne sommes pas très bien placés. Alors, soit parce que nous valorisons mal, effectivement, ce que nous donnons, soit parce que nous ne donnons pas suffisamment à l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que le retour de la France dans le commandement intégré, c'était il y a pile 15 ans, en 2009, a changé ? Pour la France comme pour l'OTAN. C'était sous Sarkozy, je le rappelle. Tout à fait. Alors, évidemment, pour l'OTAN, c'était une très bonne nouvelle parce que ça permettait de récupérer en son sein une armée qui est la meilleure, enfin l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, soyons francs, la meilleure armée d'Europe en termes de capacité, d'entraînement, d'opérabilité des forces qui sont vraiment capables de combattre et typiquement d'entrer en premier sur un théâtre d'opération, ce que seuls les Britanniques et les Français savent faire en Europe. Donc pour l'OTAN, c'était important évidemment de disposer de cette expertise finalement qu'apporte la France. Et pour la France, c'est très important aussi parce que ça permet l'interopérabilité avec les autres forces. Et de ce point de vue, le conflit en Afghanistan a été une expérience marquante où on s'est rendu compte finalement que les autres parvenaient à travailler ensemble, à mener des opérations militaires ensemble, alors que nous, de notre côté, à force d'être restés à l'écart pendant 50 ans, eh bien, nous n'étions pas bien capables de nous articuler avec nos alliés, finalement, puisque nous sommes engagés vis-à-vis de l'ensemble des pays européens et d'Amérique du Nord à combattre ensemble. Donc ça nous a énormément apporté en termes d'interopérabilité. Et d'ailleurs, aussi sur la réflexion par rapport aux capacités de l'avenir, vous voyez toute la révolution des drones, toute la révolution de l'intelligence artificielle, quand on a quelqu'un comme l'amiral Vendier qui est nommé commandant suprême allié transformation à Norfolk, on voit bien que ça va permettre finalement d'irriguer, d'alimenter la réflexion française en la matière. Est-ce que l'OTAN, c'est pas le principal obstacle à la création d'une défense européenne ? Alors, déjà en termes de matériel, puisque tous les pays européens ont acheté des F-35 américains, par exemple, et pas des Rafales français. Oui. Alors, certains ont acheté du Rafale français de plus en plus. Il y a la Grèce, la Serbie et la Croatie.
La Serbie, ça n'est est pas en fait. négociation. Voilà, et je suis un peu dubitatif. Mais effectivement, disons, sur cette dimension, je pense qu'on est moins dans une opposition que par le passé. C'est-à-dire qu'il fut un temps, notamment à la fin des années 1990, où il y avait un antagonisme de manière assez claire qui s'était fait jour. Là, si vous voulez, grâce à Donald Trump, il faut quand même le dire, le fait que la fiabilité américaine se soit dégradée en termes de garantie de sécurité, évidemment, a conduit à renforcer a conduit à déconflicter, à faire diminuer le conflit entre les deux organisations, parce que finalement, on n'est plus dans un antagonisme. La plupart des autres pays européens disent tous l'option numéro 1, c'est l'OTAN, mais si par mégarde il venait à se passer quelque chose d'imprévu, quel est le plan numéro 2 ? Et ce plan numéro 2, c'est l'Europe. Dernière question, on est en 2024, ça c'est incontestable, l'OTAN a 75 ans, si Dieu nous prête vie, peut-être serons-nous là dans 25 ans, est-ce que dans 25 ans on fêtera le centenaire de l'OTAN ? En fait, je ne suis pas très inquiet parce que vous avez une... Si vous n'êtes pas inquiet pour qu'on ait chacun 25 ans de vie de plus, c'est absolument parfait. Tout à fait. Je l'espère bien, Donc, non, parce que ces organisations internationales ont la vie dure. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune organisation internationale qui n'ait été supprimée. En revanche, la vraie question, c'est quelle sera sa crédibilité ? Et ça, tout dépendra évidemment énormément des orientations des États-Unis dans le monde. Et on voit bien aujourd'hui que c'est un débat dont nous pourrons reparler, j'imagine, le 6 novembre prochain. Oui, mais pas dans 100 ans, parce que dans 25 ans, parce que je pense que là, on sera peut-être un peu en retraite. Merci beaucoup, Olivier Sueur, chercheur associé à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et enseignant à Sciences Po Paris. Merci à vous. Tout de suite, beaucoup plus léger. France-Espagne ce soir. Qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Le beau jeu ou l'efficacité ? On va en parler avec Alexandre Ruiz, journaliste sportif et qui est en plus franco-espagnol. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio dans tous ses états. Oui. Un passo doble et on va traverser les Pyrénées. Oui, Euro 2024, France-Espagne en demi-finale ce soir. On a l'immense bonheur d'avoir un immense journaliste sportif franco-espagnol. Bonjour Alexandre Ruiz. Buenos días. Buenos días, encantado. Allez, on va commencer. C'est la 6e demi-finale d'Euro pour la France après 60, 84, 96, 2000 et 2016. Est-ce que c'est un jour historique pour le football français ? Oui, parce que on est en plus dans un climat général, social et dans un ballottage un peu parfois limite. Et il faut retrouver un peu d'allégresse. Et je trouve que s'il y a bien un vecteur universel et incroyable, c'est le football. On est d'accord. Et je pense qu'aujourd'hui cette joie collective sera retrouvée avec ce grand match attendu ce soir. Donc de l'allégresse, je l'espère, et donc une pression particulière. Alors depuis le début de la compétition, en 490 minutes de jeu, la France n'a marqué que 3 fois de CSC, comme on dit en bon français, autogol, je crois que c'est en espagnol, et un penalty. Aucun but sur une phase de jeu, c'est du jamais vu. Alors certains parleront de tristesse. Il y a eu cette fameuse phase une nouvelle fois de bashing, un peu ça y est, on en a marre de cette équipe de France, on s'ennuie et autres. Sauf que aujourd'hui, c'est l'ADN de Didier Deschamps. L'ADN, c'est la victoire. La victoire et s'imposer. Je pense qu'on sera tous heureux, les Français, dans lesquels je m'inscris également, dans cette double nationalité qui me partage, de voir éventuellement la France s'imposer et remporter cet Euro. Certains diront quelle que soit la manière. Je crois que je le pense. Je le pense parce que la France a besoin de ça. Pendant la Coupe du Monde 2018, quelqu'un, je vous dirais à la fin qui c'était, avait dit que Deschamps avait transformé l'équipe de France, les Bleus, en squadra azzurra, c'est-à-dire l'efficacité avant tout. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est un bloc défensif. Voilà, c'est un bloc défensif. En Espagne, dans la presse générale ce matin, on disait que les Français étaient des fonctionnaires. Ce qui n'est pas un compliment en espagnol. Étaient des fonctionnaires. C'est-à-dire que voilà, le taf est fait, et puis derrière, au moins, on assure le travail. Il sera fait. Est-ce que c'est en temps et en heure ?
peut-être pas forcément, et je le dis avec un sourire accroché au visage, mais il sera fait. Donc c'est un peu ça qui est devenu aujourd'hui, en tout cas pour le regard des Espagnols, parce que l'Espagne brille de son côté dans la qualité du jeu. Oui, Marca, AS, Don Balón, c'est les grands médias footballistiques espagnols. Ils disent quoi globalement aujourd'hui, à part que les Français sont des fonctionnaires? Ils ont peur ou pas? Il y a toujours cette idée de bête noire. Vous le savez, historiquement, et même sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan des grandes vagues d'immigration de l'Espagne vers la France, les Espagnols ont toujours vu les Français un peu d'en bas. Oui. En estimant que les Français les regardaient d'en haut. Même si ça s'est maintenant tassé, et le temps et l'histoire fera le reste, mais c'est encore récent sur l'histoire moderne, hein, c'était il y a 50 ans, à la fin du franquisme. Oui. Donc tout ça fait que, enfin la fin et l'arrivée de la démocratie en Espagne, tout ça fait que c'est en train de se gommer, mais il y a toujours cet esprit un peu de rivalité historique. Mais rappelons que si on accepte la Ligue des Nations, en phase finale de grande compétition, c'est quand même l'Espagne qui a la dernière victoire en 2012. Hein. C'est vrai. Alors j'ai mis la Ligue des Nations qui est un peu la médaille en chocolat à part. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que ces deux formations ne se sont pas souvent retrouvées finalement sur les derniers temps, à 2 reprises sur les dernières années, sauf que aujourd'hui, bon nombre de joueurs de cette sélection française évoluent ou ont évolué ou évolueront avec Kylian Mbappé du côté de l'Espagne. Ils sont 9 aujourd'hui, je crois, sur tout le groupe français, alors que lors de la dernière grosse confrontation qui était le fameux match de 2006 avec le but de Ribéry, ils étaient 3, Abidal, Zidane et Claude Makelele. Ils sont 9 aujourd'hui, avec parfois certains de ces joueurs qui ont grandi, qui sont quasiment nés, parce que Griezmann, 13 ans à la Real Sociedad, Théo Hernandez qui est arrivé à Majadahonda, banlieue madrilène, quand il était tout petit. Ce sont des gens qui ont évolué, qui parlent pour beaucoup déjà espagnol. Et c'est marrant parce que la défense centrale espagnole est 100% française. Le Normand l'apporte, même si le Normand sera suspendu ce soir. Exactement, c'est l'une des particularités de ce groupe espagnol. Comment expliquer d'ailleurs que la défense centrale espagnole est 100% française, c'est du jamais vu. Comment expliquer que tant l'un que l'autre n'ait jamais été appelé par Deschamps alors qu'il n'attendait que ça? Les deux ont joué dans les sélections inférieures. Et puis ensuite, il y a un choix qui est fait par le sélectionneur. C'est ce qui, effectivement, contraste un poil avec la sélection espagnole, qui n'est pas une sélection très, très connue, finalement. C'est-à-dire que, je le dis souvent, mais qui connaît Mikel Merino ? Celui qui a marqué ce coup de tête face à l'Allemagne, buteur de la Real Sociedad. Je veux dire que tous les joueurs de l'équipe de France sont des joueurs numéro 1. Ils sont titulaires dans tous les grands clubs européens. Pas les Espagnols, pas tous. C'est vrai. Ok, ce sont encore des joueurs qui sont dans des stats et des rankings de clubs, de deuxième zone. Ok, bon après il y a les petits jeunes qui sont au Barça et autres, mais aujourd'hui ce n'est plus l'ossature Barça et Real Madrid comme avant. Ce sont d'autres clubs qui constituent ces clubs-là. Et aujourd'hui ces joueurs ont trouvé une osmose, une homogénéité en 2015. C'est à ce moment-là que Luis de la Fuente a gagné son premier titre avec les jeunes, les U19. Il a gardé ce même noyau. Les Merino, les Olmo, les Ruiz, les Unai Simon dans les buts, les Oyarzabal, Real Sociedad. Ce ne sont pas des noms qui résonnent au plus haut niveau, mais ce groupe est homogène. C'est pour ça que la France va devoir faire attention. Alors justement, que dire de la Roja? C'est l'équipe qui a le plus beau jeu de la compétition pour le moment. Parce que désolé, quand on voit la France, les Pays-Bas ou l'Angleterre de Southgate, l'Angleterre de Southgate, c'est fabuleux à regarder. Il n'y a plus besoin de prendre de somnifères le soir. Vous regardez un quart d'heure de l'Angleterre de Southgate et vous dormez. Ne me dites pas que je suis chauvin, mais je crois effectivement que l'équipe d'Espagne aujourd'hui est la plus jolie à regarder. En tout cas, celle qui propose un jeu qui n'est plus ce tiki-taka qui pouvait ennuyer. Oui. Alors le tiki-taka, c'est je passe, je repasse. C'était l'époque Xavi Alonso, Iniesta, David Villa, etc. Alors ils savent encore le faire. Oui. Dès qu'ils mènent 1-0, ensuite ils savent le faire, mais aujourd'hui ils ont changé ce jeu avec notamment des jeux sur les deux flancs énormes, avec derrière Cucurella, le chevelu de Chelsea, de l'autre côté Carvajal qui est le cacique, le dinosaure et qui ne sera pas là, c'est ultra important face à l'équipe de France. Suite à un carton rouge pris à la dernière seconde, il aurait peut-être pu éviter le plaquage. Il sera remplacé par l'autre vieux de cette sélection qui est Navas. Oui, le champion du monde de 2010 quand même, ça fait il y a 38 ans je crois Navas. Et devant eux, ils ont les deux petites flèches, Nico Williams et Lamine Yamal. Ce jeu a changé en Espagne, il est plus offensif, il est plus vertical, avec des joueurs écartés. Ce n'est plus ce jeu de milieu de terrain ultra possessif. Je vais nous rappeler de mauvais souvenirs. Hier, c'était le 42e anniversaire du match de Séville. Quand on voit l'Espagne battre la Mannschaft chez elle, en se faisant rejoindre à la 89e minute et en marquant à la 119e, est-ce qu'on n'a pas, de manière atavique, le réflexe de se dire
les Espagnols, ils ont du mental, j'allais dire, tienen cojones. Je te garde la traduction. Écoute, oui, effectivement. Une nouvelle fois, je le répète, il y a toujours cette rivalité franco-espagnole, un peu d'ailleurs dans tous les sports. Hein. C'est vrai. Le handball, le basket, oui. Le tennis finalement avec Nadal qui a trusté tous les titres ici en France. Il a planté le drapeau espagnol en France quand même, Rafael Nadal. Il y a eu ça dans le vélo dans les années 90 avec Indurain et autres. Je crois qu'il y a toujours ce regard comme ça et ce bras de fer entre les Espagnols et les Français au niveau sportif. On va avoir un nouvel épisode aujourd'hui. Je garde en tête la voix de Thierry Gilardi avec son Vas-y petit lorsque Franck Ribéry en 2006 égalise face à l'Espagne pour permettre à la France de ne finalement pas envoyer à la retraite Zinedine Zidane comme le voulaient les Espagnols. Qui allait faire le plus grand match de sa carrière contre le Brésil en quart de finale à Francfort, un match qu'on n'a pas oublié. L'Espagne, elle est décimée. Carvajal, le Normand, suspendu. Morata, suspendu sous réserve. Pedri, c'est annulé finalement. Finalement, Morata sera là. Alors ça, c'est un bon plus pour l'Espagne. Pedri, blessé, relativement incertain, pour ne pas dire très incertain. Est-ce qu'on peut dire que l'Espagne est décimée ? Non, j'irai pas jusque-là. Je pense que le vrai point faible étant l'absence de Carvajal, parce que c'est au-delà de sa qualité. Il a fait peut-être la meilleure saison de sa carrière avec le Real Madrid, avec une nouvelle fois ce titre de champion d'Europe. Mais c'est cette furia, cette grinta qui est incroyable. C'est un capitaine, ce gaillard. Et aujourd'hui, j'attendais ce duel face à Kylian Mbappé. Ils vont se retrouver ensemble au Real Madrid. Il ne sera pas là. Mais c'est Navas qui va prendre cette place. L'absence de Pedri est également très préjudicial, mais on l'a vu, Olmo a pris cette place, il a marqué, c'est un super joueur, j'adore Dani Olmo, et je pense pas que ce soit aussi fort que ça, ces absences. Vous avez parlé du Real Madrid. Il y en a un qui a signé au Real Madrid. Il s'appelle Kylian Mbappé. Alors, il a dit que s'il jouait pas très bien depuis le début de l'Euro, c'est parce qu'il était sous la pression des résultats des élections en France. Bon, est-ce que maintenant, comme a priori, il est soulagé, ce soir, il va mettre un triplé, ou au moins un doublé, ou au moins un but, hormis un penalty? Je pense. Est-ce qu'on attend sa prestation en Espagne? Ouais, bien évidemment qu'elle sera ultra surveillée, bien évidemment. Il y a une particularité finalement, c'est que tous ces joueurs se connaissent. Parce que le football est cosmopolite, parce qu'aujourd'hui tous les joueurs se rencontrent et se retrouvent, parce qu'aujourd'hui la plupart des joueurs de la sélection française parlent espagnol, parce que Kylian Mbappé parle un espagnol parfait aujourd'hui. D'ailleurs, au Paris Saint-Germain, la langue officielle est quasi l'espagnol. À l'entraînement, c'est quand même amusant. Parce que Aurélien Tchouaméni a pris la défense de Nico Williams lorsque ce dernier a été victime de faits malheureux racistes. Parce que Antoine Griezmann, à 13 ans, est arrivé à la Real Sociedad. Parce qu'on a parlé de Théo Hernandez qui a grandi à Majadahonda. Parce que tous ces joueurs, finalement, sont déjà imprégnés de cette double culture, ce qui n'était pas le cas, effectivement, en 2006. Il va y avoir quelque chose de très particulier dans cette rivalité aujourd'hui. Vous qui connaissez parfaitement le football espagnol et le football français, quand la France avait sorti l'Italie en 98 en jouant à l'italienne, je crois que c'est Arrigo Sacchi qui avait dit « Nous avons enfanté un monstre » parce que tous les joueurs français ou presque jouaient de l'autre côté des Alpes. Est-ce qu'on a la même idée de l'autre côté des Pyrénées maintenant? Pas bête, bon parallèle. Et je ne me suis pas dopé pour poser une bonne question, vous le reconnaîtrez. Non, très bon parallèle. Il y a toujours effectivement ce côté-là de se dire « Tiens, on a pris ces meilleurs joueurs français, on les a élevés au biberon des meilleurs clubs européens qui sont aujourd'hui les clubs qui trustent, et notamment le Real Madrid, la scène européenne. Est-ce qu'il y aura ça? Je ne sais pas s'il y aura cette notion dans ce match. J'ai vraiment envie de voir, par exemple, la poignée de main entre les deux capitaines. J'ai encore en tête, quand je parlais tout à l'heure de ce match de 2006, j'ai en tête la poignée de main entre Zidane et Raoul, qui étaient ensemble, qui se connaissaient bien, au Real Madrid. Oui. On pouvait attendre quelque chose de très confraternel et autres. On a à peine esquissé un petit rictus. On voyait déjà qu'il y avait là la bataille qui allait s'engager. Ça veut dire que si on avait eu Kylian Mbappé face à Carvajal, ok, on va se retrouver au Real Madrid. Oui. Mais là, bonhomme, on n'est pas dans la même arène. Donc on va pas jouer au même jeu. Donc je pense que ça va être un match âpre, vraiment. En 1984 et en 2000, la France a rencontré l'Espagne et le Portugal. Je nous rappelle là de bons souvenirs, c'est pas France-RFA 82. 84, la France championne d'Europe à quelques centaines de mètres d'ici au Parc des Princes. C'est vrai. 2000, championne d'Europe au CUIP de Rotterdam.
on va pas faire l'émission de voyance d'Alexandre Delovan, mais est-ce que c'est un bon signe des cieux? Alors, de l'autre côté, je t'en renvoie un. Je vais te dire qu'aujourd'hui, l'Espagne est invaincue avec 5 victoires dans ce tournoi. C'est vrai. Les 2 dernières fois où c'est arrivé, la dernière fois c'était 2010. l'Italie et la dernière fois c'était 84. Oui. L'équipe de France. Oui. Donc je vais y voir un signe de l'autre côté et te contrebalancer en disant que l'Espagne est sur cette rythmique et je verrai l'Espagne aller au bout. Moi, j'ai Oui, une question vas-y, pour Alexandre. Alexandre. On a vu Stéphane. Morata qui a ce mini-gate dans le vestiaire qui a dit en Espagne on ne respecte rien ni personne. Il a menacé peut-être de quitter la sélection après l'Euro. Est-ce que ça peut jouer dans l'ambiance de l'équipe et du vestiaire? Et Esteban a raison de souligner ça parce que c'est effectivement un vrai sujet ça en Espagne, ce qui est en train de se passer autour de Morata, parce que c'est un joueur qui a jamais été réellement compris. C'est vrai. Par toutes ces Alors qu'il a joué notamment pas qu'en Espagne, à la Juventus par exemple, Voilà, mais qui est quand même un très grand club. Hein. Certains de ces moves ont pas été forcément bien entendus parce que c'est pas forcément un attaquant qui explose tout, qui va assurément vous donner la victoire. Donc il y a beaucoup de critiques qui le touchent. Sa compagne ce matin s'est également répandue sur la toile sociale pour venir en sa défense. Mais des fois, j'y vois un peu le profil. C'est peut-être un peu trop léché, mais avec Fernando Torres, qui parfois avait l'attaquant de l'Atlético de Madrid voilà. et de Chelsea et de l'équipe d'Espagne, et qui met le but vainqueur en 2008 en finale de l'Euro face à la Mannschaft. Exactement. Et je pense que Fernando Torres, en marquant ce but, avait notamment inversé cette tendance. Est-ce que je veux voir là un signe pour Alvaro Morata? Peut-être. Mais c'est vrai que ça a fissuré une partie, une nouvelle fois, de la vie en Espagne concernant Alvaro Morata, c'est vrai. Vous êtes binational. J'ai les deux. Una ultima pregunta. ¿De qué lado será tu corazón esta noche? Une question, de quel côté sera le cœur ce soir? Esto muy difícil. Mais 50-50. Ayant la chance d'avoir la présence de mes enfants que vous avez gentiment accueillis dans le studio, qui sont adorables. Elles le savent, elles, parfaitement. Même s'il y avait un match de domino, je crois que je serais pour l'Espagne. Mais ça, c'est souvent le cas quand on est entre guillemets déraciné. Mais je me sens tellement fier d'être français que je me dis que c'est le match pour moi. Ça, c'est le match rêvé. Et comme toujours, que le meilleur gagne. Si la France tape l'Espagne magnifiquement, je dirais bravo. Je souhaiterais que la France aille au bout. Un pronostic? Ah là, c'est compliqué. 1-0. Espagne. 1-0. Espagne. Un but de qui? Allez, je vais aller sur Alvaro Morata. Et alors, une dernière question, il nous reste une grosse minute. Quand on regarde la moitié de tableau dans lequel sont la France et l'Espagne, où il y avait quand même le Portugal qui est un gros morceau, la Mannschaft qui est un gros morceau et qui en plus jouait chez elle, quand on voit, désolé, les purges qu'il y a de l'autre moitié de tableau, est-ce que le vainqueur de la demi-finale France-Espagne gagnera l'Euro? Alors je sais qu'après ça peut se jouer sur un tir détourné, les tirs au but ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il sera le favori de la finale? Le favori, oui. Clairement? Sans conteste. Favori, sans conteste? Oui. Ça sera la France ou l'Espagne, quel que soit le vainqueur de cette demi-finale, il sera le favori pour cette grande finale. Oui, sans problème. Et qui sera le favori? Tiens, de l'autre côté, tant qu'on y est, les Pays-Bas qui avant-hier pleuraient encore les 50 ans de leur défaite en finale en Allemagne et gagné en Allemagne, ils l'ont déjà fait en 88, ou l'Angleterre de Southgate, qui n'est pas l'équipe la plus fun à regarder pour utiliser un terme anglophone. Pour prolonger cette histoire et qui animera, j'imagine, tous les débats, avec notamment le Ballon d'Or à venir, Vinicius a été éliminé de l'autre côté de l'océan et du coup a perdu un bras pour le Ballon d'Or. On dit tous que maintenant ce serait à jouer entre Bellingham et Kylian Mbappé. Pourquoi pas voir si la France se qualifie, voir l'Angleterre pour voir cet affrontement direct entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Muchas gracias, te agradezco mucho y allez les Bleus. Merci à Alexandre Ruiz d'avoir été avec nous. On vous retrouve à la rentrée sur Free Ligue 1, normalement s'il y a des droits TV. À suivre, c'est le grand feuilleton. Bon. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. À très vite sur Sud Radio. Et puis on va marquer une courte pause pour les perles, les huiles et bravos dans un instant. Absolument. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Thierry Hazard, une chanson qui a une trentaine d'années, tiens. Après Thierry Hazard, ce n'est pas un hasard, on écoute ceci. Et dire vraiment aux Français et Françaises que le nouveau Front Populaire ne gouvernera pas par 49-3.
Je le dis, c'est-à-dire que nous respecterons l'Assemblée nationale dans sa souveraineté et dans sa capacité à faire des amendements, à travailler les textes, etc. Nous ne gouvernerons pas par 49.3. Je pense qu'il faut le poser de manière très claire aux Français et Françaises pour qu'ils soient aussi rassurés sur le fait que nous respecterons les équilibres de l'Assemblée nationale. Mais vous ferez comment alors ? Ça, c'était Sandrine Rousseau sur BFM TV hier matin. On écoute la même Sandrine Rousseau, toujours sur BFM TV, environ 3-4 minutes plus tard. Et donc, avec une majorité réduite par rapport à la précédente et avec des instruments constitutionnels que vous vous engagez à ne pas utiliser, comment est-ce qu'on fait passer des lois sur les réformes importantes ? J'ai dit qu'on ne gouvernerait pas à coup de 49.3. Ça n'exclut pas que s'il y a vraiment une situation de blocage, on puisse exceptionnellement y recourir. Mais ne pas gouverner avec cela, ça veut dire ne pas mettre l'Assemblée nationale sous tension. Vous avez entendu Sandrine Rousseau, donc hier matin sur BFM TV, expliquant qu'on ne gouvernera pas par 49.3 avant de finir par dire « Il n'est pas exclu que nous ayons recours au 49.3 dans des situations de blocage. » Bref, le 49.3 c'est pas bien, mais comme ça peut servir, aucune raison de s'en priver. Tiens, on écoute ceci maintenant. Sur l'abrogation de la réforme des retraites, comment est-ce que vous comptez vous y prendre ? Parce qu'on l'a rappelé tout à l'heure, il faut une loi pour défaire cette loi. Mais il faut un projet de loi et que nous déposerons devant l'Assemblée et l'Assemblée aura à se prononcer. On verra à ce moment-là qui est prêt à aller jusqu'au bout et ceux qui au contraire se défilent. Et si vous n'avez pas de majorité absolue, est-ce que ce qui a été décidé par 49.3 pourrait se défaire par 49.3 ? Ce qui s'est fait par 49.3 peut se défaire par 49.3, évidemment, puisque là, en l'occurrence, il s'agirait d'un parallélisme des formes. Vous avez entendu Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui, toujours hier, mais sur France TV Info, explique que ce qui a été fait par 49.3 peut être défait par 49.3. Allez, on revient sur Sud Radio, Sandrine Rousseau, ce matin. Même si nous n'obtenons pas dans l'Assemblée nationale de quoi l'abroger, et j'ai vu qu'Olivier Faure proposait un 49.3, alors moi je suis très prudente là-dessus parce que je pense qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron ces 49.3 et qu'on ne peut pas gouverner de la même manière et qu'il faut respecter l'Assemblée. Donc pas le 49.3, on est d'accord. Moi je pense qu'il faut limiter au maximum les 49.3 et si possible ne pas en user. Alors c'était donc Sandrine Rousseau ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, mais c'est bizarre, relisons le programme du nouveau Front Populaire, dont font partie tant Sandrine Rousseau qu'Olivier Faure, qui promettait dans sa partie 3, je cite, d'abroger le 49.3. Mais il est vrai qu'Olivier Faure a été très malléable sur le 49.3, dont il disait qu'il était légal en 2016, il était dans la majorité, mais le trouvait antidémocratique en 2023, il était dans l'opposition. Bref, l'abrogation est prévue dans le programme, mais on se réserve le droit de l'utiliser, comprenne qui pourra. Comme disait un grand sénateur, Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, mais comme disait un autre grand sénateur, Edgar Faure, ce ne sont pas les girouettes qui tournent, c'est le vent. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tiens, antisocial, tu perds ton sang-froid, là on va entendre peut-être une petite perte de sang-froid. Du nouveau Front Populaire, on peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France Insoumise ou pour le nouveau Front Populaire. Donc est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresses de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front Populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu ébloui. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non blanche. Oui, vous avez bien entendu, c'était hier sur BFM TV, Rokhaya Diallo, Emmanuel Bompard de la France Insoumise, d'accord sur le fait que la première photo du nouveau Front Populaire ne faisait pas assez de place à la diversité. Il n'y avait pas assez de personnes non blanches, dixit Rokhaya Diallo. Inutile de dire que cette phrase, reprise de volée par l'avocat Charles Consigny, outré du propos, a de quoi surprendre, mais avec certains, plus rien n'est surprenant. J'ai été ébloui, façon de dire que ce trop grand nombre de blancs sur la photo lui a heurté le regard. Si ce n'est pas du racisme, alors c'est quoi? Imaginez que quelqu'un dise que la photo de l'équipe de France de football qui jouera ce soir contre l'Espagne est un peu sombre. Le banc et l'arrière-banc l'auraient déjà cloué au pilori, des plaintes auraient été déposées et on parlerait des heures les plus noires de notre histoire. Demandez à Alain Finkielkraut, il vous confirmera le retour de bâton
a-t-on subi suite à ses propos sur l'équipe de France. Black, c'était en 2005. Mais désolé, moi, en ce qui me concerne, je ne regarde pas la couleur des gens. Pour parler rugby, que le talonneur de l'équipe de France s'appelle Marchand ou Movaka, je m'en fiche royalement. Je veux que le meilleur soit sur le terrain. Même chose au foot, où je préfère un attaquant qui marque des buts à un attaquant qui ne marque pas, quelle que soit sa couleur de peau. Est-ce que finalement, le contraire du mot racisme, ce ne serait pas antiracisme, mais plutôt racialisme ? Sud Radio Berkov dans tous ses états. Justement, certains prennent leurs rêves pour des réalités. Ainsi, on entend depuis dimanche les différents représentants du nouveau Front populaire qui répètent à tue-tête qu'ils ont gagné les législatives. Une affirmation qui rappelle la méthode Coué, puisque toute la gauche, y compris les dissidents, représente un peu moins de 200 députés, ce qui est loin de faire une majorité quand il y en a 577. Mais à force d'entendre que la gauche a gagné, certains pensent que c'est vrai et demandent des choses qui donnent franchement envie de rire. Ainsi, la CGT a demandé dans un communiqué, je cite, la CGT demande solennellement à Emmanuel Macron de respecter le choix des urnes et d'appeler à la formation d'un nouveau gouvernement autour du nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. Mais la CGT a-t-elle oublié que les lois sont votées par le Parlement et que tant pour le SMIC à 1600 € que pour la réforme des retraites, l'abrogation de la réforme des retraites, que pour l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, une majorité de l'Assemblée voterait contre? A-t-elle oublié qu'un gouvernement qui voudrait mettre en place ces mesures serait incapable de faire voter son programme et qu'il serait censuré au premier 49.3. Alors bravo au nouveau Front populaire qui arrive à faire croire qu'il a gagné, alors que personne n'a gagné, puisque certains arrivent à le croire. Tout de suite, on va parler de la situation politique en France dans le face-à-face avec notre ami Arnaud Benedetti, qui est, faut-il le rappeler, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. Il attend toutes vos questions au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Le face-à-face. Et pour le face-à-face, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, un studio que vous connaissez bien, puisque vous venez régulièrement chez Valérie, expert. On va commencer par le titre de votre livre, L'inéluctable victoire. Quand on voit ce qui s'est passé entre les deux tours, on se demande si c'est pas plutôt la défaite qui est inéluctable pour le RN. Alors c'était d'abord avec un point d'interrogation, il faut le préciser. Absolument. Dans le titre, donc ça a quand même son importance et sa nuance évidemment, le caractère d'inéluctabilité. La réalité, c'est que le Rassemblement national a connu une déconvenue ce dimanche pour plusieurs raisons. D'abord, on a certainement mésestimé ou sous-estimé l'efficience encore active du Front républicain. Que vraisemblablement le Rassemblement national a souffert d'un déficit de professionnalisation et on l'a vu avec un certain nombre de candidats qui étaient, c'est le moins qu'on puisse dire, insuffisamment adaptés et insuffisamment préparés pour une élection législative, d'autant plus que le focus s'est fait plus particulièrement sur ces candidats. On aurait pu peut-être en trouver dans d'autres formations politiques aussi, dont le parcours était parfois aussi contestable, mais peu importe. Troisième point, je pense qu'aussi le Rassemblement national a donné, durant cette campagne législative, quelques ingrédients à sa rediabolisation, notamment sur la controverse concernant la binationalité. Donc tous ces éléments ont certainement fragilisé la dynamique du Rassemblement national. Mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut regarder les chiffres. Les chiffres, la réalité, c'est que le Rassemblement national progresse. C'est qu'il progresse, c'est qu'aujourd'hui, il dispose stricto sensu au sein de son groupe 123 parlementaires, 145 ou 143 avec les alliés ciotistes qui vont certainement former un groupe parlementaire et surtout, c'est plus de 10 millions de voix. Donc la réalité, c'est que si le Front républicain qui s'est mis en place entre les deux tours de l'élection législative a empêché le Rassemblement national de cranter une majorité relative ou une majorité absolue, il n'a pas malgré tout empêché la progression
de fait du Rassemblement national. Donc la dynamique de ce point de vue-là demeure. Elle a été moins rapide que peut-être que l'on pouvait attendre, mais la dynamique est là. Et je dirais, je rajouterai pour juste être tout à fait complet, c'est que la situation politique très instable dans laquelle nous sommes en train de rentrer, avec une Assemblée nationale pour le moins fracturée, peut quelque part, disons, potentiellement être utile à la dynamique future du Rassemblement national. Alors maintenant, on va parler de la situation politique. On rebondissait évidemment sur le titre de votre dernier ouvrage, qu'il faut vraiment lire parce que c'est très intéressant. Merci comme toujours vos livres, Arnaud Benedetti. Merci à vous. 48 heures après le scrutin, est-ce qu'on y voit un peu plus clair en termes de rapport de force à l'Assemblée nationale? Non, c'est-à-dire qu'en fait compte, cette dissolution à laquelle a procédé le président de la République qui avait pour objectif de clarifier la situation politique du pays, ne l'a pas clarifié, mais l'a certainement encore plus complexifié et obscurci. Quelle est la cartographie de l'hémicycle aujourd'hui? C'est, pour aller très vite, trois blocs. Le bloc du nouveau Front populaire avec 192 parlementaires, le bloc de la majorité sortante avec à peu près 160 parlementaires et le bloc de l'Union des droites avec le Rassemblement national et les ciotistes qui fait à peu près 143 députés. Plus ensuite, en effet, j'allais dire éparpillé autour de ce bloc, le groupe évidemment LR qui s'en sort pas si mal de ces élections, entre 50 et 60 députés, entre une soixantaine de députés et puis ensuite après j'allais dire des agrégats qu'il va falloir identifier. Oui. Au stade entre et à l'heure, les indépendantistes néo-calédoniens, est-ce qu'il y aura par exemple est-ce que le groupe par exemple le petit groupe charnière Lyotte Liberté et territoire va pouvoir se reconstituer? Apparemment oui, moi d'après les dernières informations que j'ai, je pense qu'il devrait pouvoir se reconstituer et avoir plus d'une quinzaine de parlementaires, puisque l'étiage de 15 parlementaires est absolument indispensable pour constituer un groupe parlementaire. Aujourd'hui, au stade où l'on parle, à l'heure où l'on parle et où on s'entretient, clairement il n'y a pas de majorité, clairement qui se dessine. On voit bien quelle est la stratégie du nouveau Front populaire qui est arrivé en tête en nombre de sièges, c'est d'une certaine manière d'imposer l'idée qu'il aurait gagné ces élections. La vérité, c'est que il a certes, disons, réussi à avoir le plus grand nombre de parlementaires dans cette coalition, qui d'ailleurs est très instable quand même sur le fond, parce que on voit bien qu'il y a des divergences, mais il ne dispose pas de majorité. Mais il ne dispose même pas de majorité relative, au sens où on parle de majorité relative sous la Ve République. C'est la plus forte minorité. Mais est-ce que la plus forte minorité, dans un système comme celui de la Ve République, peut revendiquer le droit de gouverner? Ça me paraît en effet un exercice très complexe, parce que si vous voulez, avec 192 députés, vous ne pouvez pas disposer d'une majorité qui soit stable et viable sur la distance. Vous êtes à la merci, mais vous êtes à la merci tous les matins d'une motion de censure du Parlement et de l'Assemblée nationale. Je rappelle que c'est 289 la majorité absolue et que 289 plus 1, ça permet de faire voter une motion de censure. Donc ça, à mon avis, c'est une difficulté. Ensuite, on ne voit pas. Alors l'autre aspect, c'est de savoir si on est capable de constituer une coalition. Alors on en reparlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Moi j'ai les plus grands doutes en l'occurrence, parce que quand je vois d'abord les déclarations des uns et des autres, quand je vois l'état des relations politiques, quand je vois l'écart idéologique qui pourrait être celui des parties prenantes de cette coalition, je vois très mal une coalition se former et surtout rester, je veux dire, se pérenniser sur les 3 ans à venir. Alors, qui sont les gagnants, qui sont les perdants de ce scrutin? Il n'y a que des gagnants, il n'y a que des perdants finalement? Alors il y a un gagnant quand même, c'est, me semble-t-il, au moins la démocratie dans sa dimension de mobilisation électorale, puisque on a eu un regain de participation unique. Le record au premier tour depuis 78 et au second depuis 81, je crois. Alors depuis 81, c'est-à-dire un record de participation qui montre que ce scrutin, compte tenu de l'enjeu qui était en fait une bataille pour le pouvoir à Matignon, et surtout de son caractère très imprévisible, a mobilisé nos concitoyens. Donc ça, on peut considérer que c'est un point positif, parce que ça montre quand même qu'il y a une revivification de la démocratie. Mais après, si vous voulez, la réalité, c'est que
chercher des perdants et des gagnants. Pour le Rassemblement national, au regard du contexte politique, c'est quand même une déconvenue, mais c'est une déconvenue très relative pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et surtout qu'il a quasi doublé son nombre de députés. Il a quand même doublé son nombre de députés. Mais au regard de ce qu'on lui présageait, en effet, bon, c'est pas tout à fait l'objectif qui était le sien. Ensuite, il y a une réussite au moins sur le plan médiatique, qui est celle du nouveau Front populaire, qui a réussi à imposer le récit de sa victoire et qui continue d'ailleurs à imposer depuis 48 heures le récit de sa légitimité à pouvoir gouverner. Et encore une fois, je reviens sur les chiffres qui sont, j'allais dire, un juge de paix tout à fait incontestable. 192, ça ne fait pas une majorité. Du côté du bloc, enfin de ce qu'on appelle le bloc central, de manière un peu abusive d'ailleurs parfois, mais enfin peu importe, on peut considérer que évidemment c'est une défaite. On perd plus de 90 députés, donc c'est un recul de la majorité énorme. Mais que, in fine, grâce à la mécanique des désistements, ils ont certainement limité l'avarie. Au soir du premier tour avant les désistements, on prévoyait 60 à 90 députés. 60 à 80 députés, donc il limite considérablement l'avarie. Ensuite, il y a là aussi un groupe qui s'en sort plutôt bien, c'est le groupe LR, parce qu'il était en grande difficulté lui aussi au soir du premier tour, donc quelque part, il peut considérer qu'il a rempli l'objectif de se sauver et de continuer à faire survivre une marque des Républicains dont on ne sait pas trop ce qu'elle va quand même devenir. Donc il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant dans cette situation, et c'est ce qui explique la complexité tout à fait exceptionnelle dans laquelle nous nous retrouvons politiquement sous la Ve République. Une complexité exceptionnelle, mais qu'on va continuer à décrypter avec vous jusqu'à 14h. Arnaud Benedetti, je rappelle que vous êtes prof à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. Vous voulez poser vos questions à Arnaud Benedetti, vous connaissez le numéro encore et toujours le même, le 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Et on a le plaisir d'avoir en notre compagnie Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. Et on décrypte cette situation jamais vue sous la Ve République depuis les législatives de dimanche en sa compagnie. Arnaud Benedetti, on n'y voit pas plus clair en termes de majorité, vous en avez parlé il y a quelques minutes, mais en termes de création de nomination de gouvernement, c'est encore pire parce que nous, en fin de semaine, le week-end, on avait le nom de Carole Delga qui circulait. Hier, c'était Gérald Darmanin. On nous dit après que c'est quelqu'un du nouveau Front populaire. Où est-ce qu'on en est dans ce domaine ? Dans un flou artistique. On est dans un flou total qui est même pas artistique. On est dans un brouillard très épais parce que si vous voulez d'abord c'est pas seulement la question d'une personnalité. Pour pouvoir constituer un gouvernement, il faut s'adosser à une majorité, au moins relative. Et pour qu'il y ait une majorité relative, éventuellement une majorité de coalition, il faut qu'il y ait un contrat de gouvernement. Oui. Donc le contrat de gouvernement, il se fait sur quelle base ? Il se fait sur quels objectifs ? Il se fait sur quel calendrier ? Il se fait en fonction de quel rapport de force au sein de la coalition ? Quelles sont les parties prenantes ? Qui va composer cette coalition si on peut constituer une coalition ? Donc vous voyez bien que tous ces prérequis à ce stade, ils sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Alors, aujourd'hui, si on écarte l'hypothèse finalement qui est poussée par le nouveau Front populaire d'un gouvernement de gauche, qui encore une fois arithmétiquement n'est pas majoritaire, et ce qui ne correspond pas en plus à la réalité, j'allais dire, socio-électorale du pays, quand même, il faut le rappeler, parce que ils ont fait 7 ou 8 millions, ils ont fait 8 millions de voix, je crois. Enfin, 8 millions de voix, c'est derrière le Rassemblement national, tout simplement. Donc ça veut dire que une grande majorité du pays n'a certainement pas voté dimanche pour se retrouver avec un gouvernement de gauche, mais en plus en siège, je veux dire, il y a une incapacité structurelle à pouvoir aller au-delà des 194 pour l'instant. Il y a l'hypothèse du gouvernement de coalition. Alors le gouvernement de coalition, comment peut-il se faire ? Soit c'est une coalition qui se fait avec la droite, avec LR. Oui.
Mais même si ça se fait avec LR, vous arrivez à une majorité qui reste relative. Il manque une trentaine, quarantaine en plus de même. Alors après, ça dépend. En disant, allez, maximum, pour l'instant, on pourrait être à 210, 220. Mais 220, c'est la plus faible majorité relative sous la 5e République. Donc, c'est extrêmement difficile de gouverner. On est là aussi à la merci, tous les matins, d'une motion de censure. Donc ça, c'est une première difficulté. Et en plus, je ne suis pas sûr que du côté de LR, qui a pu se refaire une petite santé parlementaire grâce à ces élections, il y ait intérêt aujourd'hui à s'associer, en tout cas avec Emmanuel Macron, parce que, tout simplement, ils vont, j'allais dire, faciliter les tâches de leurs principaux concurrents à droite, qui est le Rassemblement national. Ensuite, il y a un gouvernement de coalition plus large, ce qu'on appelle la coalition plurielle. Alors, la coalition plurielle, à côté de la coalition centre-droit que je viens d'évoquer, c'est une coalition qui essayerait de détacher un certain nombre de parlementaires ou de forces politiques du nouveau Front populaire, hors France Insoumise. Donc peut-être communistes, socialistes, éventuellement quelques verts. Oui, parce qu'il y a Sandrine Rousseau veut pas aller au gouvernement, mais Marine Tondelier dit pas non. Oui. Alors vous voyez déjà que même au sein des écologistes, ils sont déjà sur des lignes divergentes. Et puis essayer là aussi de détacher éventuellement quelques LR. Sauf que, si vous voulez, d'abord, je suis même pas sûr qu'on ait les tiers parlementaires pour la faire, cette coalition aussi. Mais ensuite, il faut, si vous voulez, l'écart idéologique entre les uns et les autres est tel que c'est une coalition qui court le risque d'exploser très rapidement. Je rappelle quand même que rien que sur le nucléaire, déjà, s'il y a des verts, il y aura un sur problème. Le nucléaire, mais je rappelle qu'il y a quand même 2 conditions qui ont été exposées par les leaders du nouveau Front populaire. C'est Madame Tondelier même. Ces 2 conditions, c'est l'abrogation de la loi retraite et l'abrogation de la loi immigration. Et aussi peut-être le SMIC à 1600 €. Oui. Donc je ne vois pas, si vous voulez, toute une partie du bloc central, et y compris du côté de LR, s'associer à un tel contrat de gouvernement. Donc, si vous voulez, il y a quand même une impasse qui est une impasse arithmétique et une impasse politique aujourd'hui, qui ne nous permet pas, sauf surprise évidemment, d'envisager très rapidement la constitution d'un bloc majoritaire, aussi relatif soit-il même. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a fait le choix de refuser évidemment la démission de Gabriel Attal et de lui demander de gérer les affaires courantes dans l'attente de trouver une solution. Alors, quelle est la stratégie du président de la République ? La position du président de la République est de dire « j'attends de voir comment ça va se passer et comment vont se composer les différents groupes à l'Assemblée nationale pour, à ce moment-là, peut-être lancer officiellement un certain nombre de consultations ». Mais je pense qu'on risque de rentrer dans une séquence qui est une séquence plus longue que prévue au regard de la situation et du rapport de force politique. Mais le député Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris 16e, qui est quand même un député médiatique, souvent dans les médias, a tweeté il y a quelques minutes « Un gouvernement avec le moindre ministre insoumis, je voterai la motion de censure ». Est-ce que ça veut pas dire déjà que, comme le RN est infréquentable et LFI, ça fait quand même pratiquement 220 députés qui ne peuvent pas être dans la majorité. Alors, donc, faire une majorité, c'est impossible. Ça me paraît extrêmement délicat pour les raisons que je viens. Toute relative. Mais elle ne peut être que relative à ce stade. Et c'est tenté qu'on arrive à avoir une majorité relative, ce qui n'est pas du tout, je veux dire, aujourd'hui assuré, loin de là. On voit bien qu'il y a aussi des tensions à l'intérieur de la majorité. Parce que vous comprenez, en effet, l'aile droite de la majorité, Monsieur Philippe éventuellement, et puis même certains députés de Renaissance, ne sont peut-être pas prêts de gouverner avec des députés communistes ou des députés écologistes. Parce qu'ils ont aussi conscience que, pour certains d'entre eux, que le pays n'est pas aujourd'hui, sur le plan socio-électoral, un pays qui est à gauche. C'est clair. Donc, toute mouillée, la gauche, c'est 30% des voix. Je ne suis pas sûr que le mandat que les Français aient donné à cette Assemblée nationale, ce soit le mandat de constituer un gouvernement de gauche. C'est l'interprétation qu'ont fait, évidemment, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, le nouveau Front populaire.
Mais la réalité du rapport de force dit autre chose que cette interprétation du nouveau Front populaire. Et moi, je suis très surpris, si vous voulez, que ce récit-là soit autant amplifié, même médiatiquement. Parce que la réalité, je le répète, encore une fois, elle est, de ce point de vue-là, totalement incontestable. L'arithmétique parlementaire rend impossible, encore une fois, un gouvernement du nouveau Front populaire pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Et on ne peut pas, si vous voulez, gouverner aujourd'hui durablement, en stabilité, avec 194 députés, dont on sait que d'ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. C'est ça, notamment sur le nucléaire, on y revient toujours. Entre autres. Mais théoriquement, à cette période de l'année, on est début juillet, le Parlement reçoit ce qu'on appelle les lettres de cadrage pour le budget, qui est voté à l'automne. La situation financière de la France n'est pas la meilleure qui est, on est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est transpartisan. Comment est-ce qu'on va faire pour voter un budget? Alors, il y a un article, je crois, qui prévoit que quand le Parlement est incapable de voter un budget, l'article 47 de la Constitution. 47, c'est leur budget de l'année précédente qui est automatiquement renouvelé. On dispose, en fait, le gouvernement peut procéder par ordonnance. Mais il n'y a pas de gouvernement. Oui, mais alors le problème, c'est que, si vous voulez, les constitutionnalistes, je veux dire, sont partagés d'ailleurs, sur cette. Ils sont pas partagés sur le fait qu'on puisse utiliser les ordonnances pour que la France puisse disposer d'un budget, mais ils sont partagés sur le fait que un gouvernement qui tomberait sur une motion de censure sur le projet de loi de finances n'aurait peut-être pas la possibilité, en l'occurrence, de pouvoir justement légiférer par ordonnance sur le plan budgétaire. Ce qui poserait un problème, parce que, j'allais dire, un problème de fonctionnement de l'État. Parce que tout simplement, il faudrait par exemple, il faut quand même payer les fonctionnaires. Oui. C'est le minimum. Alors là, on pourrait recourir à la vieille technique qui était en fait utilisée sous la 4e République du 12e provisoire. Alors qu'est-ce que c'est que la technique du 12e provisoire? C'est que tous les mois, finalement, le gouvernement demande des autorisations de crédit au Parlement pour au moins pallier aux besoins les plus élémentaires du fonctionnement de l'État. Oui. Donc ça nous ramènerait quand même à des temps très anciens, et surtout ça nous ramènerait à une situation où la politique budgétaire du pays, elle doit quand même fixer les grandes orientations en termes de politique publique, en termes de priorité. Et là, finalement, je veux dire, on aurait un vote du budget qui n'obéirait que au seul objectif à faire fonctionner à minima l'État sans grandes orientations politiques. Vous voulez réagir? Posez vos questions à Arnaud Benedetti. Cette France, est-ce qu'elle est ingouvernable pour aller au moins 12 mois, puisque Emmanuel Macron ne peut plus dissoudre, et surtout, même s'il démissionnait, son successeur ne pourrait pas dissoudre non plus, et que manifestement, cette Chambre est ingouvernable? Appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio dans tous ses états, Philippe David. Et on a le bonheur d'avoir avec nous Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. À vous entendre, il n'y a pas de majorité possible. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de majorité possible. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, encore une fois, au moment où nous échangeons, je veux dire, on n'a pas de majorité. C'est la première fois sous la Ve République. Ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est essentiel, c'est que c'est la première fois sous la Ve République que des élections législatives ne livrent pas un verdict qui soit susceptible de rendre gouvernable tout de suite le pays. Donc ça, c'est quelque chose que l'on n'avait jamais connu depuis 1958. Il y avait toujours une majorité, même relative, mais il y avait toujours une majorité. Il y a eu 88 relative. Et 2022. Oui, mais enfin 88 et 67. Mais 88, si vous voulez, 88, on avait réussi quand même à former une majorité relative à 260. Et puis bon, il y avait des stabilisateurs sur le centre et sur la gauche qui permettaient à Michel Rocard de gouverner. Là, en l'occurrence, c'est totalement impossible. Donc, on est véritablement dans un contexte que l'on n'a jamais connu, mais c'est quand même grave. Oui. C'est quand même très grave, parce que ça veut dire que, cette fois-ci, ce sont nos institutions qui sont quelque part minées. Les institutions de la Ve République ont toujours ont dû se confronter à des crash tests. La cohabitation, c'en était un. Souvenez-vous les débats en 86. Est-ce que ça peut exister ou pas? Est-ce que ça peut se faire ou pas? Il y en avait d'ailleurs certains qui disaient non, c'est pas conforme à l'esprit des institutions. Jean Foyer, qui était un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République, avait même conseillé à Jacques Chirac
de faire la grève du gouvernement. Oui. À l'époque, Raymond Barre, souvenez-vous, avait dit qu'il ne voterait jamais la confiance à un gouvernement de cohabitation, et le premier vote des députés barristes a été de voter la confiance au gouvernement Chirac, ce qui prouve que la parole politique avait vraiment déjà de la valeur à l'époque. Oui, mais il y avait un point important, c'est qu'au moins, si vous voulez, ce qui s'était passé, c'est que le fait majoritaire était respecté. Oui. Et le fait majoritaire, c'est, la clé de voûte du fonctionnement démocratique de la Ve République. La Ve République a été construite, élaborée par ses fondateurs, par opposition à ce qu'on avait connu par le passé, les 3e et les 4e Républiques, justement pour permettre à la France d'avoir des gouvernements stables avec des majorités pérennes. Là, en l'occurrence, on n'a pour l'instant aucune visibilité sur la constitution d'un gouvernement et on n'a pas de majorité pérenne. Donc, on est véritablement, encore une fois, dans un moment qui est inédit. Arnaud Benedetti, le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Bonjour Renaud. Bonjour mon cher Philippe David et bonjour à Arnaud Benedetti. Bonjour. Que j'apprécie beaucoup et que nous avons le plaisir de voir sur différents studios de télévision, de radio assez régulièrement. Et donc c'était pour aussi le féliciter pour tout son travail. Merci. Et moi j'avais beaucoup aimé son ancien dernier livre, le titre ne me revient pas, mais qui était absolument passionnant sur la politique, sur des questions de souveraineté, qui est absolument passionnant. Alors on vous écoute, qu'est-ce que vous en pensez? Que vous entendez Arnaud Benedetti, on se dit que on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. C'est compliqué, mais je pense qu'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de très très malin, va réussir à s'en sortir. Si on prend le gros bloc Nouveau Front Populaire et qu'on exfiltre la France Insoumise qui doit avoir 70 députés, ça veut dire qu'on a quand même peut-être 70-80 députés qui pourraient travailler avec Emmanuel Macron, en comptant également le bloc LR. Moi, j'observe quand même que depuis plusieurs jours, on entend quand même cette musique-là en disant que LFI va être mise de côté, va être exfiltrée. Je pense que la France Insoumise est un petit peu le dindon de la farce, hein, pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire que la France Insoumise aura participé activement au processus de désistement avec toute la réussite qu'on lui connaît, puisque le Rassemblement national a fait un score bien moindre que ce qui était prévu dans les sondages. Et donc l'objectif était atteint pour eux, puisqu'ils ne voulaient absolument pas que le RN prenne Matignon. Et aujourd'hui, maintenant qu'ils ont été bien utiles, ils vont être à mon avis mis de côté. Et moi je m'attends à une espèce de gouvernement de coalition avec le Parti Socialiste, des macronistes, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts qui n'y verra pas d'inconvénient. Souvenons-nous qu'il y avait des écologistes dans les gouvernements de la gauche plurielle sous Jospin, oui. Et qu'on peut aussi envisager peut-être un ou deux du Parti communiste français. Et puis dans l'intérêt général, et puis on aura quelques LR. Et puis pour ce qui est de ce que vous disiez tout à l'heure, le SMIC est 1 600 €, ça c'était quand même des revendications qui étaient surtout mises en avant, surtout par la France Insoumise, qui est un petit peu plus radicale. Enfin, c'est pas péjoratif dans ma bouche, hein, mais d'un point de vue de la radicalité dans le sens comment dire, propre le mot dans la nature du mot radical. Et donc je pense que finalement le PS et Europe Écologie et les Verts expliqueront à leur électorat que malheureusement, vu l'état des finances, on va essayer d'y penser, mais on va pas pouvoir augmenter le SMIC, etc., etc. Vous savez, cette espèce de gauche réaliste qu'on a connue dans les années 80-90 et qui finalement faisait peu ou prou la même politique que la droite libérale, en disant regardez, nous on essaie d'être sérieux, d'être responsable. Scalain qui appelait le cercle de la raison. Le cercle de la raison. Ouais, exactement. Et je pense qu'on peut avoir cette situation-là avec cette espèce de coalition entre guillemets à l'allemande qu'on n'a pas connue avant. Et puis regardez la Macronie, hein, c'est quand même un mélange de LR et de PS. Personne avant n'aurait pu imaginer qu'on ait des gouvernements avec Gérald Darmanin et puis des gens du PS qui travaillent ensemble, Elisabeth Borne, etc. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Alors Renaud, on va faire réagir Arnaud Benedetti qui a beaucoup de choses à vous répondre à mon avis. Faire imploser les groupes. Oui, mais c'est la stratégie, c'est la coalition, c'est celle dont je parlais, la coalition en effet plurielle que souhaiterait vraisemblablement mettre en place le président de la République pour résoudre l'équation à laquelle il est confronté depuis dimanche. Alors, sur le fond, moi je pense qu'il y a deux difficultés, même si tout cela est potentiellement faisable. Je dis bien potentiellement. Il y a deux difficultés. La première difficulté, je l'ai souligné, c'est l'écart idéologique. Faire cohabiter, si vous voulez, dans un même gouvernement, les LR
le PS, les écologistes et le Parti communiste, et même une partie donc et la Macronie, ça va être quand même très compliqué, notamment pour les LR. Oui. Je rappelle quand même qu'ils ont l'électorat penche à droite. Oui, parce que Madame Tondelier, qui est pas défavorable, quand on écoute ses déclarations, en tout cas les plus récentes, alors elle peut évoluer, mais a très clairement dit que la condition pour entrer en coalition, c'était quand même l'abrogation de la loi sur la retraite et de l'abrogation sur la loi sur l'immigration. Je vois pas les LR s'associer, si vous voulez, à ce type de conditions, d'autant plus que on voit bien que, notamment sur la question de la loi sur l'immigration, la demande des Français en matière de maîtrise, de régulation concernant l'immigration est très forte, à plus de 70%, voire 80%. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, si vous voulez, vous avez parlé de coalition à l'allemande. Oui, vous avez raison. La France a connu des systèmes de coalition sous la 3e et la 4e République. Ça fonctionnait. Mais il y a une petite différence avec la 5e République. Si vous voulez, que la 5e République, c'est certes un régime parlementaire, mais c'est un régime hybride, la 5e République. C'est-à-dire que la 5e République, c'est aussi ce que Maurice Duverger, le célèbre constitutionnaliste, appelait un régime semi-présidentiel. Et pour entrer en coalition, vous savez, c'est compliqué lorsque la vie politique est quand même rythmée par l'élection présidentielle. Ah, c'est l'alpha et l'oméga. L'élection présidentielle, c'est quand même ce dont tout procède sous notre régime. Et que, est-ce que les leaders potentiellement présidentiables de tous ces courants politiques sont prêts à rentrer dans une aventure de coalition, sachant que cette aventure de coalition peut être un handicap par la suite pour leur destin présidentiel? Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand on nous vante la coalition à l'allemande, ou à la coalition même à l'italienne éventuellement, même si c'est pas aujourd'hui vraiment une coalition parce qu'il y a une homogénéité dans le bloc italien qui gouverne, mais il y a eu des coalitions parfois de centre-gauche et de centre-droit en Italie, c'est que ils n'ont pas cette présidentialisation, cette semi-présidentialisation de leur régime qui pèse considérablement, en l'occurrence là, sur les solutions qui sont des solutions de compromis. Donc moi je vois deux limites, si vous voulez. Je vois très bien quel est votre et ça se comprend tout à fait votre votre analyse, mais j'y vois ces deux limites qui me paraissent aujourd'hui en effet restreindre le champ d'action du président de la République, même si sur le papier, oui, tout est faisable sur le papier. Sur le papier. Voilà. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On était en Seine-Saint-Denis, on va pas très loin, direction Paris. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai une question qui n'a pas encore vraiment été abordée. Alors, elle peut sembler anecdotique, mais je crois pas, puisque le nerf de la guerre, c'est l'argent. Je voulais que votre invité réponde donc à la question suivante. Est-ce que l'on peut imaginer une nouvelle dégradation de la note financière de la France, avec donc une augmentation de l'argent à rembourser tous les mois, en sachant qu'on a au minimum 3 000 milliards d'euros de c'est le problème essentiel. Et est-ce qu'on peut tout à fait exclure une mise sous tutelle, voire, comparaison n'est pas raison, un scénario à la grecque façon 2015, avec donc des conséquences sur le paiement des retraites, du salaire des fonctionnaires, des chômeurs, avec donc une mise sous tutelle de la France, que ce soit par le FMI ou par l'Union européenne? C'était la fameuse troïka pour la Grèce de mémoire entre. Vous avez raison de dire que si vous voulez, dans un pays qui est très endetté, l'instabilité politique ne rassure pas les marchés, clairement. Donc, et rassure encore moins les agences de notation. Enfin, ni plus ni moins que les agences de notation. A priori, Standard & Poor's a mis un nouvel avertissement. Voilà, là, donc hier. il y a un risque, en tout cas d'après ce que l'on voit, de dégradation de la note, mais on verra bien ce qu'il en est. Et en effet, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment la situation politique très instable permet de soutenir la situation d'endettement de la France. Et il y a un vrai risque, et ça sera certainement, si vous voulez, l'un des enjeux majeurs des mois à venir, c'est de savoir, et c'est pour ça que le président de la République a intérêt à trouver une solution assez rapidement sur le plan institutionnel, de constitution rapide d'un gouvernement, parce que à proportion qu'on prendra du temps pour former ce gouvernement et pour trouver une solution politique idoine, à proportion
la capacité de la France à soutenir sa dette sera évidemment mise en question sur le plan des marchés. D'autant, excusez-moi, donc, on a un risque, vous avez raison, nous avons un risque qui est non négligeable pour les mois à venir et notamment pour la fin de l'été et pour l'automne. Mais Arnaud Benedetti, je reprends sur ce que vient de dire Bruno de Paris. Le problème, c'est qu'en plus, la dette française, elle est sous-évaluée, puisque tout le monde sait qu'on ne met pas les engagements sur les pensions, c'est les retraites des fonctionnaires, dans les comptes, et que notre dette est plus près de 5 ou 6 000 milliards que de 3 000 dans les faits. Elle est non seulement sous-évaluée, vous avez raison de le souligner, mais en plus, la grande difficulté de la France, c'est qu'elle n'est pas propriétaire de sa dette. Non. Pour près de la moitié. Donc ça aussi, ça crée un facteur contrairement au Japon qui a plus de 200%, ou même l'Italie, dans une moindre mesure. Donc ça crée, si vous voulez, en effet, un facteur d'incertitude supplémentaire. Mais vous avez parfaitement raison, je reviens là-dessus, de souligner que ce sujet-là va être vraisemblablement l'un des enjeux majeurs dans les semaines qui viennent. Et vous savez, vous ne pouvez pas, encore une fois, dissocier la situation politique de la situation financière de la France, et que les créanciers, en général, préfèrent avoir des gouvernements stables plutôt que des gouvernements instables. Et l'instabilité, en effet, nuit à la gestion de la dette. Un mot pour conclure, Bruno, avec Arnaud Benedetti. Ma question, encore une fois, c'était est-ce qu'on peut exclure un scénario à la grecque, c'est-à-dire une mise sous tutelle de la France? Très franchement, je peux pas répondre à cette question. Certains, en tout cas, considèrent que cette hypothèse n'est pas à écarter. Voilà, à ce stade. Ce qui fait peur. Ce qui peut faire peur. Ce qui fait peur. Vous êtes bien sur Sud Radio, 13h presque 43. On a le plaisir d'analyser la situation avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. On retourne au 0826 300 300 dans quelques instants, parce qu'entre-temps, il faut bien vivre. Sud Radio dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio dans tous ses états, Philippe David. Et on a le bonheur d'avoir en notre compagnie Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, publié chez Michel Lafon. Pour analyser la situation politique, Arnaud Benedetti le disait il y a quelques minutes, totalement inédite que vit la France depuis l'instauration de la Ve République en 1958. On a fait la Seine-Saint-Denis-Paris, on reste à Paris puisque ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Manu attend vos appels. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous les deux. Alors au sujet de cette élection, pour moi, de mon point de vue, Macron c'est un coup de maître. En fait, il a absolument tout gagné. C'est-à-dire qu'avec cette dissolution, il a mis un bazar pas possible sur la table. Il permet en fait à un groupe, quel que soit le groupe qui va arriver à la tête du gouvernement, de toute façon, il a une patate chaude et c'est perdu d'avance. La France est dans un tel état de délabrement que quoi qu'il arrive, ils pourront absolument rien faire, quel qu'il soit, de droite ou de gauche. On va se retrouver d'ici 2 ans avec un déficit qui aura inéluctablement augmenté, d'autant plus qu'ils seront bien obligés de faire quelques cadeaux, puisque on les a mis un petit peu pour ça et le peuple les attend pour ça. Et d'ici 2 ans, quand va véritablement démarrer la prochaine campagne présidentielle, à ce moment-là, on va tout leur coller sur le dos. Vous voyez, alors que ce soit la droite ou que ce soit la gauche, encore une fois, vous voyez, vous êtes au pouvoir, vous avez absolument rien pu faire, le déficit est augmenté, et bla, et bla, et bla. Là, en plus, où je trouve que c'est très fort, c'est d'arriver à avoir réussi à mettre la gauche au pouvoir, parce que c'est finalement ce qui va arriver. C'est eux qui seront au pouvoir, parce que c'est eux, finalement, qui les gênent le plus. Le Front National, le Rassemblement National, les gêne moins que ça, parce qu'ils jouent toujours sur le fait que il va se passer encore et encore ce qui vient de se passer là aux élections ici, c'est-à-dire que un espèce de mouvement populaire, tout va être orchestré de façon à dire c'est le vilain méchant et il faut tous s'allier contre le RN. Donc moi, de mon point de vue, c'est un coup de maître de Macron. Alors, on va faire réagir Arnaud Benedetti. Est-ce que c'est un coup de maître de Macron qui, c'est vrai, a limité grandement les dégâts entre les deux tours? On le rappelle, le soir du premier tour, il avait en perspective 60 à 90 députés, il en est au double. Enfin, c'est un coup de maître, sauf qu'il risque de se retrouver à un moment donné
confronté à la responsabilité d'un président de la République qui aura subverti et miné les institutions de la Ve République si l'on ne trouve pas une majorité et un gouvernement. Moi, encore une fois, je veux bien que on décide d'appeler un responsable de gauche à former un gouvernement. Mais le problème, c'est ça dure combien de temps ? Ça dure combien de temps ? Encore une fois, quand vous n'avez pas de majorité, que vous avez tout juste 200, voire moins de 200 parlementaires, vous n'allez pas très loin sur le plan parlementaire. C'est-à-dire que ce gouvernement va tomber tous les matins. On changera, on rentrera dans une ère d'instabilité chronique, comme on a connu ça sous la 4e République. Avec les gouvernements les plus courts qui avaient tenu 2 jours. Oui, il y avait des gouvernements qui pouvaient tenir 48 heures. Des gens d'ailleurs qui sous la 4e ont été ministres 48 heures, ce qui ensuite leur permettait d'avoir une retraite à vie et de pouvoir exciper, je veux dire, le titre de secrétaire d'État ou de sous-secrétaire d'État sur leur carte de visite. Bon, enfin, ça c'est la petite histoire. Et la retraite à vie en plus, c'est De Gaulle qui l'a supprimé après. Voilà. Alors donc, si vous voulez, ça c'est quand même une difficulté d'ordre technique qui n'est pas, qui me paraît assez difficilement surmontable. Ensuite, bon, encore une fois, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, mais un gouvernement de coalition, ça va être très compliqué aussi à mettre en œuvre. Donc, si vous voulez, moi je me méfie toujours de penser que les gens sont maîtres de leur stratégie. Macron est intelligent, mais ça ne l'empêche pas, lui aussi, d'être, à un moment donné, contraint par les événements. Vous savez, j'aime beaucoup cette phrase il y a une phrase d'un grand sociologue, Max Weber, il disait « Le résultat de l'action correspond rarement à l'intention initiale de l'acteur ». Je trouve qu'elle dit beaucoup de choses. Et en fait, Emmanuel Macron, qui voulait clarifier la situation, l'a obscurci, on l'a dit. Peut-être qu'il voulait finalement, dans son intention, contraindre le Rassemblement national à exercer le pouvoir, parce qu'il pensait que c'était le moyen le plus efficace de lui couper la route pour qu'il se plante pour 2027. Eh ben, manifestement, ça n'a pas marché. Et je ne suis pas sûr quand même que sur la distance, aujourd'hui, il sera très confortable pour un président de la République, eu égard à tout ce qu'on a dit, notamment par exemple sur la situation budgétaire, d'apparaître au fur et à mesure qu'on ne trouve pas de solution institutionnelle comme le principal initiateur de ce grand désordre. Et le risque quand même aussi pour Emmanuel Macron, c'est qu'à un moment donné, qu'il soit interrogé et mis en cause dans sa responsabilité personnelle dans cette espèce de grand bazar institutionnel qu'il aura créé du fait d'une dissolution vraisemblablement prématuré. Donc il prend quand même un risque. Il prend un risque qui est considérable. Et en fonction, bien évidemment, de ce qui sortira. Alors, si vous vous basez dans l'hypothèse qu'à un moment donné, il arrivera à faire constituer une majorité. D'ailleurs, il n'est pas maître de la constitution de la majorité lui-même. Lui, il est maître constitutionnellement de la nomination. Oui, du Premier ministre. Mais il va nommer un Premier ministre en fonction de la réalité des rapports de force au sein de l'Assemblée nationale. Donc ça, on va le voir dans les prochains jours. Mais quels sont ses pouvoirs aujourd'hui ? Est-ce que le roi est nu ? Le roi n'est pas nu parce que d'abord sous la Ve République, le président de la République quand même dispose d'un certain nombre de prérogatives qui sont fortement importantes dans le domaine de la politique étrangère, dans le domaine de la politique de la défense. Il peut aller jusqu'à disposer de pouvoirs tout à fait exceptionnels avec l'article 16, mais on n'en est quand même pas là. Enfin, il faut le souhaiter encore. Mais en fait, si vous voulez, la difficulté pour lui, c'est que, à la limite, se retrouver avec un gouvernement de cohabitation, c'est mieux que de se retrouver sans gouvernement du tout. Et le risque aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve pas cette solution de gouvernabilité du pays. Et ça, pour rendre le pays gouvernable, il faut trouver une majorité minimale. Et aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, elle n'existe pas, cette majorité minimale. C'est-à-dire qu'on est dans un système institutionnel qui s'est mis, d'une certaine manière, à dysfonctionner. Et ce dysfonctionnement, il en est responsable. C'est pour ça que, si vous voulez, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de maître. C'est peut-être un coup de poker qu'il a tenté, mais ce coup de poker peut se retourner aussi contre lui. Vous voulez rajouter quelque chose, Frédéric de Paris ? Ah non, il est plus là. Alors, justement, vous avez utilisé un mot que personne n'utilise depuis, ou presque, depuis 3 jours. C'est le mot cohabitation. Personne ne parle de cohabitation alors que le président n'a jamais été aussi minoritaire. Tout le monde parle plutôt de coalition. Pourquoi ? Non, attendez, si c'est la gauche, ça sera une cohabitation.
En fait, est-ce que le nouveau Front populaire veut imposer une cohabitation? Ah ben oui, le nouveau Front populaire, aujourd'hui, mais ça tient pas la route. Ce sera, comme l'a dit Benjamin Haddad dans son tweet, ce sera censuré au premier vote. Alors, attendez, le tweet de Benjamin Haddad, il faut peut-être le comprendre autrement. C'est de dire, s'il y a un gouvernement... avec un LFI, donc je pense qu'il envisage l'hypothèse d'un gouvernement de coalition quand il dit ça, quand il tweet cela. Oui, il dit s'il y a un LFI, moi je censure. Voilà, enfin c'est ce que je crois comprendre de son tweet. Je peux vous le relire. Hein. Mais un gouvernement avec le moindre ministre insoumis, je voterai la motion de censure. Donc c'est clair, voilà. Donc c'est les deux hypothèses vraisemblablement. L'hypothèse. Donc oui, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Donc la cohabitation, elle est possible en effet. Mais est-ce qu'un gouvernement de coalition, c'est un gouvernement de coalition, par exemple avec des LR, des PC, des socialistes, c'est une coalition, mais une coalition qui est cohabitante aussi d'une certaine manière, parce que on imagine que les gens qui vont rentrer dans qui rentreraient dans une coalition de ce type vont imposer un certain nombre de conditions au président de la République. Ils le font déjà d'ailleurs, puisqu'encore une fois, je rappelle les déclarations d'un certain nombre de leaders politiques de gauche qui disent de toute façon si on rentrait en coalition, il y a des conditions sur lesquelles, je veux dire, pour nous, le président de la République doit céder. Donc le roi n'est pas nu, mais le roi n'est pas nu. Il est, si vous voulez, dans l'ivresse du moment peut-être, il a le sentiment d'avoir beaucoup de marge de manœuvre, mais ces marges de manœuvre, au fur et à mesure que le temps passera, et au fur et à mesure qu'on ne trouvera pas une solution rapide au Parlement, elles finiront par s'éroder et ça sera sa responsabilité qui sera mise en jeu. Mais est-ce qu'on peut imaginer une France sans gouvernement, et si oui, pour combien de temps? Alors les Belges ont passé plus d'1 an sans gouvernement, 1 an et demi. Non mais vous pouvez faire tourner la machine de l'État. C'est-à-dire c'est la haute fonction publique la machine. Alors après c'est l'autre hypothèse, c'est la dernière hypothèse, on n'en a pas parlé encore, c'est le gouvernement technocratique. C'est ça. Le gouvernement technique, mais le gouvernement technique, je pense que ça ne correspond pas du tout au message, c'est le moins qu'on puisse dire, que les Français ont envoyé. Ah non, c'est même exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Les Français veulent détechnocratiser la politique, clairement, dans un sens comme dans l'autre. Donc ils ne veulent pas entendre parler de hauts fonctionnaires qui viendraient tout d'un coup gérer les affaires de la France. Et puis de toute façon, un gouvernement technique, c'est un gouvernement qui, malgré tout, se heurtera à la même difficulté parlementaire. Parce qu'un gouvernement technique, il aura au moins... Alors on peut gouverner par ordonnance, certes, mais enfin, à un moment donné, ça touche à ses limites, et puis pas dans tous les domaines. Oui. Et puis, l'autre aspect, c'est que, par exemple, le projet de loi de finances, de toute façon, il doit être soumis au Parlement. Oui. Et donc... Là aussi, trouver une solution pour faire voter le budget, ce n'est pas évident, y compris avec un gouvernement technique. Est-ce que vous diriez... Sauf que le gouvernement technique peut avoir, j'allais dire, toute son opportunité si, en effet, comme le disait l'un de vos auditeurs, par malheur, ce qu'il ne faut pas bien évidemment souhaiter à la France, la France était mise sous tutelle du FMI. C'était Bruno de Paris. Il nous reste à peine 1 minute. Est-ce que la France... Est-ce qu'on ne sait pas où on va, au jour d'aujourd'hui? Est-ce que la France file vers l'inconnu? Ben on est rentré dans l'inconnu depuis le 7, la preuve, on le voit bien, les tractations multiples et variées, les supputations que nous faisons, ont fait rentrer la Ve République dans un contexte qu'elle n'avait jamais connu et qu'elle n'avait certainement jamais prévu, en l'occurrence. Vous savez, les constitutions, aussi bien faites soient-elles, ne peuvent pas toujours répondre aux situations qui sont des situations exceptionnelles, et je pense qu'on est rentré dans une situation exceptionnelle depuis dimanche. On n'a pas fini d'explorer ce qui va se passer dans le futur. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et auteur de Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. Point d'interrogation, publié chez Michel Lafon. Là, on va pas dans l'inconnu sur Sud Radio, puisque comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 16h, on retrouve Brigitte Lahaye et on se retrouve demain, de midi à 14h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons